il y a comme une forme de tabou. Alors que l'argent est vraiment au cœur de toutes les transactions quotidiennes. On ne peut pas vivre sans utiliser l'argent dans nos gestes les plus quotidiens. En famille, l'argent se révèle comme un tabou. Il y a comme une pudeur à parler de l'argent, comme si même c'était malsain de parler de l'argent, comme s'il y avait un clivage entre les sentiments, l'amour et finalement l'argent, comme si l'argent était du côté du mal et qu'il ne fallait surtout pas en parler. Alors que, au contraire, il me semble que plus on en parlera, mieux on parlera d'amour et finalement il est important de parler argent parce que l'argent dans une famille, ce n'est pas que de la monnaie. Quand l'argent est imbriqué aux liens de cœur et aux liens de sang, l'argent a une valeur finalement bien plus extra-économique, on pourrait dire, que économique. C'est-à-dire que l'argent, quand il circule dans une famille, structure les liens, organise les places des uns et des autres et finalement même peut tisser des identités et tisse une histoire familiale et va organiser aussi une cohésion familiale autour d'un certain nombre de valeurs. Donc l'argent dans une famille, il peut aussi générer des affects, des sentiments d'injustice, de la souffrance, de la culpabilité. C'est-à-dire que dans une famille, il y a deux niveaux de réalité de l'argent, une réalité économique évidemment qui permet d'obtenir tous les biens que l'on peut obtenir, qui permet d'instituer le confort économique et financier d'une famille, mais il y a également tous des liens, un ensemble de liens psycho-affectifs plutôt inconscients, très symboliques, qui sont au cœur même des liens et qui les organisent et qui les structurent. Et il est important justement de mesurer que toute cette partie-là est très importante quand l'argent circule dans une famille. C'est important de parler d'argent en famille pour essayer de mettre en place des relations basées sur un sentiment de justice, basées sur un sentiment d'équité qui satisfassent un petit peu les différents membres de la famille. Parler d'argent finalement en famille, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est parler de ce niveau extra-économique qui met en évidence les besoins psycho-affectifs éprouvés, ressentis, attendus par les individus. Alors là aussi, vous pouvez me dire, mais quels sont ces besoins psycho-affectifs? C'est surtout le besoin de reconnaissance. Dans une famille, on a besoin d'être reconnu à sa juste valeur, on a besoin d'être reconnu dans sa singularité et on a besoin de se sentir respecté. Et si l'argent, justement, sur le niveau économique, peut permettre d'associer et de répondre à ces besoins extra-économiques, là on a des chances pour que l'argent soit vraiment au service de l'amour, soit vraiment au service de relations équilibrées au sein de la famille où chacun peut avoir le sentiment d'avoir sa place et du coup des relations épanouissantes. Non, justement, l'argent ne peut pas tout combler. Et je pense qu'il y a souvent une erreur et même une illusion de croire que les besoins psycho-affectifs puissent être comblés par l'argent. Non, un enfant qui se sent un petit peu abandonné, un petit peu délaissé, qui manque de présence de ses parents, on aura beau lui offrir tous les plus beaux cadeaux du monde, il continuera à se sentir non respecté dans ses besoins. Et à ce moment-là, quand l'argent encore une fois, est au service de ces besoins-là, extra-économiques, il a vraiment une valeur et une dimension éthique, et on peut parler d'éthique quand l'argent circule dans une famille à ce moment-là. Dans un couple, je crois que c'est un petit peu plus complexe encore. Il y a là aussi une dimension historique et sociétale. Jusqu'au 19e siècle, les couples se constituaient tranquillement, j'ai envie de dire, autour des questions financières telles que les dots, telles que les revenus du futur mari, etc. Aujourd'hui, les couples veulent s'instituer, veulent se fonder, et je pense que c'est un grand pas en avant, veulent se fonder sur l'amour, sur le choix autour des sentiments partagés et surtout sur une base d'équité. Mais le problème, c'est que l'équité, comment instituer l'équité dans un couple où, d'une manière générale sur le plan statistique, les revenus des femmes et les revenus des hommes ne sont pas identiques. Donc, il va falloir, pour que l'argent institue des relations épanouissantes dans le couple, il va falloir réussir à instituer de l'équité à partir de ces bases inégalitaires. Alors vous allez me dire, comment faut-il faire ?
Une chose qui me semble être importante dans un couple, c'est de mettre en place ce que j'ai pu appeler une co-construction de la relation à l'argent propre au couple. C'est-à-dire, notre relation à l'argent, quand on est adulte, est directement héritée et liée à notre famille d'origine. On reprend à notre compte les inquiétudes liées au manque, les insatisfactions de notre famille d'origine. Et ça peut s'entendre dans des expressions telles que « chez nous on faisait ceci, chez nous on avait telle habitude », même après plusieurs années de vie de couple. Or, ces références à notre famille d'origine viennent brouiller l'appartenance au couple. C'est-à-dire que mon rapport à l'argent, la manière dont je vais gérer l'argent, sera plus liée à ma famille du passé, d'origine, qu'à mon couple d'aujourd'hui. Donc, co-construire son rapport à l'argent, c'est finalement mettre en place un rapport commun dans lesquels les deux partenaires vont se reconnaître, vont se retrouver et finalement vont être complémentaires. Souvent dans un couple, on constate qu'il y a quelqu'un qui gère son argent comme une fourmi, alors qu'un autre va gérer son argent comme une cigale. Co-construire, ça voudrait dire que la cigale apprend à mettre un petit peu plus d'argent de côté et à prévoir un petit peu plus l'avenir, et que la fourmi, au contraire, accepte de mettre un petit peu plus d'argent dans le profit du présent et dans les plaisirs du présent. Là aussi, on voit que la co-construction de rapport à l'argent dans un couple va amener le partenaire du couple à envisager autrement son rapport à l'avenir, son rapport au temps, son rapport à la frustration, parce que le rapport à l'argent implique toutes ces dimensions psychiques. Donc, il est important que le couple apprenne à construire ensemble, petit à petit, à travers l'éducation des enfants, à travers les projets communs, petit à petit, cette notion de rapport commun à l'argent. Quelque chose est important aussi pour établir l'équité dans le couple et pour lui permettre aussi de s'instituer durablement, c'est quelque part que chacun reconnaisse les dons de l'autre. C'est-à-dire que dans un couple, on se donne mutuellement beaucoup de choses et chacun donne selon sa personnalité, selon sa position et sa fonction, et les dons ne vont pas être visibles de la même manière. L'un va peut-être apporter son salaire, va peut-être apporter un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de patrimoine, quelqu'un d'autre va être plutôt dans le soin, dans l'attention, dans la présence, et je crois que pour que l'équité et que la confiance s'installe dans un couple, ça va d'abord demander du temps, les échanges vont s'instituer au fur et à mesure dans le temps, dans la durée, mais il est important que chacun puisse reconnaître ce que le partenaire donne, même si ce n'est pas toujours ce qui était au départ attendu. Donc il y a une reconnaissance ici mutuelle de ce que l'autre apporte, et du coup cela aussi permet de co-construire quelque chose de l'ordre de la sécurité affective et de la confiance mutuelle. L'argent éthique, c'est un sujet qui a intéressé les philosophes depuis longtemps, puisque Aristote en a parlé. Aristote a dit effectivement que pour que l'argent ait une dimension éthique, il faut imaginer que lorsque l'argent transite entre deux personnes, il ne s'agit pas seulement d'échange de biens, mais il faut aussi se vouloir mutuellement du bien. C'est-à-dire qu'on peut transiter par l'argent, un certain nombre de choses, mais en même temps, il faut regarder la personne avec laquelle on échange cet argent comme une personne dans sa dignité humaine. Il faut la reconnaître dans sa dignité et ne pas considérer que c'est seulement ni un marchand, ni un client, etc. Il faut la considérer dans sa dignité humaine. Aristote aussi a parlé de quelque chose qui me semble très actuel. Il nous a expliqué que finalement l'argent perdait un petit peu sa dimension éthique à partir du moment où il n'était pas seulement un moyen pour obtenir des choses, mais il était la finalité de lui-même. Et que finalement le problème, c'est de vouloir l'argent pour lui-même, pour ce qu'il peut représenter de symbolique, mais aussi l'argent, toujours l'argent. Et il a mis en évidence que finalement, dans cette perspective-là, l'argent engendrait toujours de la frustration,
quel que soit le niveau de notre patrimoine. On risque d'avoir envie toujours de plus, toujours d'encore plus, etc. Et donc finalement, l'argent, autant il peut engendrer de la souffrance quand on en manque, mais il peut aussi engendrer finalement une frustration toujours plus grande, même quand on en a, d'une manière suffisamment correcte. Donc l'argent pour Aristote, c'est de mesurer à quel point il faut être dans une tension permanente entre désir d'argent toujours plus et éthique. Une chose importante aussi pour rappeler le lien possible entre éthique et l'argent, c'est de rappeler l'étymologie du mot monnaie en grec. Le mot monnaie en grec a la même racine, nomos, que la notion de loi. C'est-à-dire que pour que l'argent soit éthique et que sa valeur soit éthique, il faut effectivement le soumettre à une loi morale. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec son argent. Et c'est vrai que quand on a un usage généreux de son argent, quand on a un usage qui respecte aussi les individus entre lesquels l'argent transite, à ce moment-là, on institue quelque chose d'une humanité et on s'institue soi-même comme être humain dans sa propre dignité. Il faut reconnaître que cette tension entre désir et éthique n'est pas facile. C'est une règle finalement morale qu'il faut s'imposer, qu'il n'est pas toujours facile de mettre en œuvre et de préserver. Donc quelquefois, des conseils neutres, un tiers neutre et sensibilisé à cette complexité peut nous y aider. Par exemple, des banquiers dont l'expertise consiste principalement à préserver, à sécuriser un patrimoine, mais quand ils sont sensibilisés aussi à toutes ces dimensions extra-économiques, éthiques, morales et humaines finalement, à ce moment-là, ils peuvent être effectivement des tiers et des partenaires intéressants pour nous aider à être dans cette dimension de générosité.